Bonjour et bienvenue aux Rencontres de la Librairie, l'émission de la librairie Un Point un Trait, en partenariat avec Radio Lodève. Ces rencontres permettent de découvrir ou redécouvrir un auteur, un artiste, au cours d'un débat, d'une conférence, d'une exposition. Alors vous êtes professeur de philosophie, vous avez enseigné au lycée de Lodève pendant de nombreuses années et maintenant ce sont les lycéens de Pézenas qui vous écoutent. Vient de paraître fin mai votre recueil qui regroupe une grande partie des chroniques parues dans C'est le Mag depuis plus de 10 ans. Christophe Gallic, bonjour. Bonjour. Telle une courroie de transmission, vous cherchez inlassablement à remplir les têtes de nos enfants de penseurs tels que Platon, Épicure, Machiavel, Montaigne, Rousseau, Schopenhauer, Nietzsche, Arendt et bien d'autres. Vous baignez dans la philo et pourtant, loin de nous noyer, vous tentez de rendre cette forme de pensée accessible non seulement aux élèves, mais aussi à un public le plus large possible. Pourtant, qui n'a pas un souvenir étrange de ces cours de philosophie, mêlant incompréhension et perplexité face à la demande du professeur ? En quoi la philosophie semble-t-elle si incompréhensible ? Et à quelle forme de pensée renvoie-t-elle ? C'est une question. C'est une question. Une question générale. Alors, pourquoi est-ce que la philosophie paraît si incompréhensible ? Je pense que la première réponse, c'est parce que ça demande un effort intellectuel et qu'on est un peu habitué à avoir des choses qui sont mâchées et pré-mâchées en tout cas. Et donc là, pour le coup, c'est vrai que, alors pour les lycéens, c'est à la fois un peu mystérieux et en même temps, ça a une réputation assez extraordinaire parce que ça arrive en fin d'année de lycée. Et tout le monde a entendu parler de la classe de philosophie, de la fameuse dissertation de philosophie, etc. etc. Et puis d'autre part, la philosophie, elle est parfois inaccessible parce qu'elle traite des points quand même qui sont très techniques. Et il y a toute une tradition d'écriture qui a fait que c'est toujours très difficile de simplifier à l'extrême et d'apporter cela sur un plateau, d'autant plus qu'il y a le besoin que celui qui s'y intéresse fasse un effort pour venir vers la philosophie. Il y a même toute une tradition de philosophes qui considéraient que ce n'était pas à eux de faire les efforts, en commençant par Pythagore, enfin, si Pythagore existait, du moins sa secte, jusqu'à Heidegger, qui considérait que c'était au lecteur de faire un effort pour venir vers la philosophie. Mais là, ça peut être tout un débat. Et on imagine souvent le philosophe comme un être seul et incompris, dans une pièce obscure qui pense le monde. Qu'est-ce qu'un philosophe ? Qu'est-ce qu'un philosophe ? Deuxième question générale, merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'un philosophe ? Un philosophe, ce n'est pas une catégorie. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'un philosophe. Alors souvent, moi, on est un peu surpris lorsqu'on apprend que je suis professeur de philosophie, parce que je ne porte pas l'uniforme du professeur de philosophie, et j'ai jamais vraiment aimé les uniformes. Le philosophe, en résumant, c'est d'abord quelqu'un qui se pose des questions, sans cesse. Pour revenir à Martin Heidegger, le philosophe allemand du XXe siècle, il expliquait qu'à l'âge de 5 ans, il se posait déjà des questions métaphysiques sur pourquoi est-ce que c'est ce monde-là et pas un autre monde. Donc c'est déjà une prédisposition, une aptitude à s'interroger. Et puis après, une volonté farouche, même si parfois, les anciens élèves de classe de philosophie en témoigneront, même si parfois ça peut paraître surprenant, une farouche volonté d'être toujours rationnel et de prendre d'autres chemins, par exemple, que la religion pour répondre à des questions existentielles. Voilà, résumer ce que pourrait être un philosophe. Diogène le cynique ou Diogène le chien, le philosophe d'hier aurait-il encore sa place aujourd'hui ? Ou oublie-t-on qu'un philosophe n'a d'interrogation qu'essentiellement contemporaine ? Oui et oui. Question suivante. Non, mais Diogène, c'est un cas particulier tout de même. Diogène, c'est effectivement caractéristique d'une époque où, les philosophes vivaient leur philosophie. Il était hors de question d'avoir des principes et de ne pas les vivre. Et Diogène remettait en question toutes les valeurs de sa société, mais tout compte fait, il y avait des points communs avec notre propre société. Donc il a décidé de vivre comme un chien, effectivement, dans un tonneau, pour pouvoir montrer toute l'absurdité d'une existence humaine, à contrario. D'ailleurs, c'est la couverture du livre. On voit Diogène qui est... Alors, on ne voit pas bien sur la couverture, il faut le déplier un petit peu, mais qui n'est écouté que par des chiens. Et lui, il est toujours armé d'une lanterne pour expliquer que c'est lui qui véritablement est lucide. Donc, effectivement, extraire Diogène de son époque, c'est un petit peu délicat, puisque c'est le contexte de la Grèce, avec un énorme respect pour les philosophes. Et forcément, nécessairement, en tout cas, nous sommes
des femmes et des hommes du XXIe siècle. Nous sommes confrontés à un monde, une réalité qui a des points communs avec l'Antiquité, avec le siècle des Lumières, mais aussi d'énormes différences. Donc c'est normal, et, il me semble, d'être le philosophe de son époque. Il n'y a pas de philosophe intemporel, je ne crois pas. Et pour reprendre un des thèmes abordés dans ce recueil de chroniques, est-ce qu'un philosophe comme Diogène, qui a des comportements très étranges, qui le vit, peut-il être approché à des artistes qui ont des compositions artistiques contemporaines parfois un peu étranges ? Oui, si on prend ça sous l'angle de la transgression, parce que Diogène, au final, il essayait de montrer à quel point les valeurs humaines étaient liées on en parlait tout à l'heure, à des traditions. Et donc, lui, il allait très, très loin dans la transgression, dans la provocation. Et donc, forcément, Diogène peut être rapproché de certains auteurs qui font ce qu'on appelle des performances aujourd'hui, et qui essaie de dénoncer certains traits de notre société. Alors, je prends l'exemple, je ne me souviens plus du réalisateur de La Grande Bouffe qui avait scandalisé le Festival de Cannes et qui répondait, lui, qu'au contraire, c'était une manière de montrer toute l'indécence qu'il y avait dans notre société, dans la relation que nous avons avec la nourriture. Donc oui, en ce qui concerne la transgression, mais Diogène ne fut pas le seul à être dans la transgression, là. On peut se rapprocher des artistes. Oui, effectivement. Pour reprendre une définition de la philosophie, vous dites en introduction du livre, la philosophie, c'est plutôt pointer du doigt un problème parfois caché dans les détails d'une réalité et proposer des concepts pour penser ce problème. Oui, ce n'est pas de moi. J'ai tant développé un peu la raison. C'est que quand j'ai fait mes études de philosophie au début des années 90, il y a un livre de philosophie de Gilles Deleuze qui s'appelait « Qu'est-ce que la philosophie ?» C'était Deleuze et Guattari, je crois. Et on avait travaillé là-dessus. Moi, j'étais en licence de philosophie. Et la première page, la philosophie n'a rien à voir avec la vérité. C'est la création de concepts. Et pointer du doigt, effectivement, certains problèmes. Et du coup, j'ai mis beaucoup de temps pour digérer cela, pour pouvoir comprendre ce que ça voulait dire. Et je crois avoir compris. C'est-à-dire que, effectivement, à partir du moment où on se pose en donneur de leçons, en expliquant que la vérité est univoque, et qu'il n'y a qu'une seule manière, qu'un seul angle pour le travailler, eh bien, on n'est plus tout à fait dans la philosophie. On est chez le moraliste, on est peut-être chez le religieux, je ne sais pas. Mais la philosophie, c'est davantage, et je crois que le génie des philosophes, ceux qui furent des grands philosophes, ce sont ceux qui ont pointé un problème. Ils n'ont pas forcément résolu le problème, mais ils ont pointé le problème. Si je peux donner juste un exemple sur une chronique sur laquelle je travaille, c'est un des philosophes allemands du XVIIe siècle, Leibniz, qui travaillait sur le problème du mal. Comment concilier une foi en Dieu, en un Dieu bon, puisqu'il était croyant, et en même temps considérer qu'il y a le mal sur Terre. Donc il a pointé le problème, il n'a pas trouvé la solution. Et il s'est fait moquer de lui par Voltaire notamment. C'est le Pangloss. Certains élèves se souviennent de Candide en classe de première. Voltaire l'attaquait en disant « mais vos réponses ne tiennent pas debout ». Et c'est vrai que les réponses de Leibniz ne tiennent pas vraiment debout, mais il a le mérite de pointer le doigt sur un problème et de l'approfondir, de le détailler. Et donc, dans une prochaine chronique, on travaillera là-dessus. Je vais essayer de mettre ça en parallèle avec un livre d'une prix Nobel biélorusse, Svetlana Alexievitch, La supplication sur Tchernobyl, et sur les différents points de vue et sur ce qui s'est passé à l'époque. On va voir si ça fonctionne. Mais donc voilà, pour moi, la philosophie, c'est d'abord quelqu'un qui pointe un problème et qui va essayer de développer éventuellement des réponses, mais sans garantie de réussite. Vous partagez vos réflexions en dehors de vos cours, la preuve, à travers des chroniques dans CELMAG ou lors de débats et d'ateliers philo. Est-ce pour vous l'envie de construire une réflexion à partager, à construire ? Quel est l'objectif de sortir des cours ? C'est du plaisir d'abord, c'est du plaisir de pouvoir converser, mais même à l'intérieur de mes cours, ce que j'aime bien, et de plus en plus je pense, c'est de faire un cours, mais au final mon cours pourrait se réduire à un quart d'heure, 20 minutes, et plus il y a d'intervention de la part des élèves, alors là c'est pas toujours le cas, mieux c'est. Et donc c'est le plaisir aussi de discuter de philosophie, d'apprendre aussi de la part d'autres personnes, et de ne pas nécessairement être avec uniquement des spécialistes, parce que j'assiste à des séminaires avec des universitaires qui nous clouent littéralement sur place parce qu'ils ont une connaissance encyclopédique assez extraordinaire. Donc ça, c'est un autre exercice. Mais discuter avec des personnes qui n'ont aucune prétention en philosophie, mais qui sont intéressées, c'est un vrai plaisir.
Et c'est une façon de rendre aussi accessible la philosophie et son mode de pensée qui sort a priori des sentiers battus, quand on met souvent en exergue par rapport à une dissertation de français qui a une construction complètement différente. Oui, bah ça c'est l'exercice scolaire, ça. Oui. C'est aussi un peu le mythe de la dissertation. Mais là, par contre, ça fait 10 ans que nous travaillons ensemble sur CELMAG, etc. Et ce dont je me suis aperçu, c'est que ça ne sert à rien de vouloir aller chercher les gens absolument, impérativement. Ils viennent s'ils sont intéressés. Parfois, certaines personnes lisent à une certaine époque certaines chroniques, reviennent sur des questions, mais parfois ça ne les intéresse plus pour des raisons X ou Y. Et je suis plutôt partisan du laisser-faire, c'est-à-dire que ne pas chercher forcément à dire la philosophie c'est magique, c'est merveilleux. Non, ça intéresse à un moment donné, ça n'intéresse pas à un autre moment donné pour des raisons très diverses. Concentrons-nous maintenant sur justement ces chroniques, sur les contraintes justement posées par l'écriture de ces chroniques, qui est à la fois le lien à l'actualité et le nombre limite de caractères. Sans rentrer dans des questions rhétoriques entre contraintes et liberté, qu'est-ce qu'obligent ces contraintes rédactionnelles ? Alors ça oblige beaucoup de choses, parce que c'est un format qui était totalement original. Je n'ai pas lu beaucoup de chroniques qui prenaient vraiment à bras-le-corps une question d'actualité et de voir l'éclairage d'un philosophe. Souvent, les chroniques, on prend une question d'actualité, mais c'est juste un prétexte pour pouvoir uniquement développer les philosophes. Et ça implique quand même une discipline intellectuelle très, très claire. Et donc, nous avons travaillé là-dessus. C'est une chronique, c'est une idée, un auteur, peut-être 2 auteurs, mais souvent, ça se casse la figure après. Et c'est tout. Au début, c'était 7000 caractères, donc c'était 2 pages et demie à peu près. Et là, il fallait élaguer énormément. Et puis, puisque bien entendu, lorsqu'on écrit, on a tendance à partir dans tous les sens. Et là, il faut ramasser et traiter une question, et une seule question, et s'en tenir. Donc voilà, ça, c'est la principale contrainte. Après, les philosophes, je ne veux pas parler de manière familière, mais en tout cas, moi, je me penche, j'en ramasse, et je n'ai pas encore épuisé mon stock. Les philosophes, tout compte fait, ont parlé de tout. Parfois, c'est des petits textes cachés parmi leurs livres. Parfois, c'est les thèmes principaux de leurs livres. Parfois, ce sont des réponses qu'eux-mêmes ont fait à leur époque face à des polémiques auxquelles ils devaient répondre, etc., etc. Donc, je n'ai pas de difficulté pour trouver des philosophes, bien au contraire. Ça se bouscule au portillon et il faut sélectionner. Enfin, si je peux me permettre de sélectionner les philosophes. Il faut avoir un angle et une contrainte. Et des choix. Après, il faut faire des choix. Un vrai choix subjectif. Ce recueil de chroniques, il est divisé en 5 parties. Vie de la cité, notre société moderne, les intelligences artificielles, le sens de l'existence et les philosophes face à la réalité, dont on peut évidemment retrouver les articles qui sont toujours d'actualité, même s'ils ont été écrits il y a plusieurs années maintenant. Cet angle de l'actualité contemporaine, avec un regard philosophique et argumenté par des références, peut-il servir de modèle pour vos élèves ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'au final, il y a quelques élèves qui ont acheté mon recueil, qui finissaient leur année de terminale cette année, et qui... je ne sais pas si ça peut les servir pour l'exercice scolaire qu'est la dissertation de philosophie, qui est malgré tout un exercice scolaire, c'est-à-dire qu'on leur donne une question, on leur demande de problématiser, de définir et après d'utiliser leur connaissance de cours. Je sors à peine des corrections du baccalauréat, donc c'est tout frais pour moi. Mais c'est quand même un exercice un petit peu artificiel, alors que là, je suis, par contre, on peut le dire, beaucoup plus libre. Je n'ai aucune exigence. Et c'est assez rare lorsque quelqu'un me dit « Ah oui, tu as fait une erreur sur tel ou tel philosophe ». Ça m'est arrivé sur la société du spectacle, où là, sur les réseaux sociaux, je me suis fait attaquer par des espèces de gardiens du temple. Ils étaient des défenseurs de Guy Debord et ils considéraient que je trahissais sa mémoire avec des messages un peu spéciaux. J'ai eu un message en me disant que je n'avais rien compris à Guy Debord, bon, pourquoi pas. Et de toute façon, il avait été très intelligent, ce qui fait qu'il n'était compris de personne, sauf de que quelques-uns. Donc ça faisait un peu sectaire, et je touchais à quelqu'un de sacré. Donc, mis à part ce cas un peu particulier, j'ai jamais eu de retour me disant « Bon, ben voilà, tel philosophe, ça ne va pas ». Et je suis lu par 2-3 collègues qui me font des retours, et ils sont peut-être bienveillants, mais ils ne sont pas absolument outrés par ma lecture des philosophes. Donc moi, je suis plus libre par rapport à cela. Mais
dans la construction, avec un petit peu les principes rédactionnels, une introduction, le développement de la pensée, et puis une ouverture de conclusion souvent. Oui. Est-ce que ça sert de manière très générique, où il y a quand même une approche rédactionnelle qui différencie d'une écriture autre que philosophique? Là, ce sont des questions extrêmement pointues. On a commencé par les questions générales, les questions pointues, parce que ça demande quand même de réfléchir sur sa propre écriture. Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour réfléchir sur ma propre écriture, mais bon, déjà, je pense qu'il y a une déformation professionnelle de ma part, parce que ça fait quand même 27 ans que je prépare la dissertation, que je corrige des dissertations, donc au final... complètement baigné dedans. Voilà, complètement baigné dedans. Après, je pense que le principe de l'introduction et d'un retour sur l'introduction à la fin pour faire une conclusion, ça, le retour que j'ai, c'est que ça permet de mieux comprendre les tenants, les aboutissants, en fait, la logique de la chronique. Ça, pour des lecteurs, c'est assez intéressant. Et puis après, à l'intérieur, j'essaie de développer une certaine liberté, de ne pas suivre toujours le même schéma. Alors peut-être que je me trompe et que c'est toujours la même écriture, mais j'essaie parfois d'introduire des petits défis comme ça, stylistiques, à l'intérieur des chroniques. Mais voilà, 7000 caractères, maintenant j'ai le droit à 12 000 caractères, hein, je suis victime quand même d'une oppression. Et d'une censure terrible, d'une censure terrible. Certaines chroniques sont bien imprégnées de philosophie, d'autres un peu moins, parfois avec un lien avec de la politique et une réflexion autour de ça. Est-ce que c'est, somme toute, pas de la philosophie aussi? Ah oui, je pense, oui, très directement. Après, effectivement, il y a une tradition philosophique qui a 26 siècles, avec de grands auteurs, des auteurs phares qui sont reconnus par la tradition comme étant des philosophes, mais eux-mêmes, et ça c'est régulièrement qu'on se pose la question de savoir si véritablement ils faisaient de la philosophie. Hein. Si on pense à quelqu'un comme Nietzsche, au final, il n'est pas très loin de la poésie. Et pourtant, il est considéré comme un grand philosophe. Et puis, lorsqu'on veut parler de notre monde contemporain, on n'a pas la liberté de sortir un peu de ce carcan qui serait la tradition philosophique, qui seraient les auteurs au programme de la classe de terminale. Ce serait un peu triste. Donc, c'est vrai que c'est une discussion que nous avons régulièrement, de savoir, c'est pas assez philosophique, mais en même temps, qu'est-ce qu'un auteur de philosophie et qui a le droit d'être philosophe, qui n'a pas le droit d'être philosophe? Là, on peut faire tout un livre dessus. Oui, je ne suis pas sûr qu'il serait très très lu, mais on peut faire tout un livre dessus. D'ailleurs, c'était aussi une question pour s'approcher de la fin en disant est-ce qu'on peut tous être philosophe, même quand on a eu 2 au bac en philosophie? Ah oui, non, mais ça, le 2 au bac en philosophie, non, ça n'a strictement rien à voir. Après, oui, on peut potentiellement être tous philosophes. Est-ce qu'on a tous le goût d'être philosophe, c'est-à-dire, si je reviens à mes fondamentaux, être attaché quand même à un raisonnement, à une forme de rationalité, et puis être étonné? Non, je ne trouve pas autour de moi qu'il y ait tant de gens que cela qui soient étonnés en permanence de tout ce qui se passe autour d'eux, et qui, au contraire, il y a plutôt une espèce d'habitude. On raisonne toujours de la même manière et on cherche toujours à s'appuyer sur nos acquis. Et voilà, peut-être les enfants sont plus philosophes. Je n'ai pas fait encore de philosophie à l'école maternelle ou quoi que ce soit, mais chez les adultes, non, c'est l'étonnement qui manque, il me semble. En quoi réfléchir l'actualité avec un regard philosophique participe-t-il à l'éveil de l'esprit critique? C'est en lien avec ce que je disais avant, c'est une discipline d'esprit. Alors, donc il y a la rationalité, il y a l'étonnement, mais David Hume cherchait à être sceptique, c'est-à-dire de ne jamais accepter quelque chose pour argent comptant, mais toujours vérifier, toujours gratter pour voir les liens qu'il y a derrière et s'apercevoir si parfois il y a des supercheries, si parfois il y a des faits qui sont étonnants et qui permettent d'aller un peu plus loin. C'est une forme de scepticisme prudent et il a toujours voulu faire ça. Alors le terme n'a plus tout à fait le même sens aujourd'hui, comme un préservatif de la pensée. On voit bien l'image, ce que ça peut vouloir dire. Oui, ça protège contre les fake news. Voilà, et entre autres. Qui est aussi un sujet qui a été abordé dans cette chronique. De manière un peu comique, hein, puisque c'est une chronique sur les fake news qui elle-même est une fake news. C'était assez rigolo à rédiger. Ce besoin nécessaire de l'humain de penser le monde, de chercher des vérités, d'affirmer son savoir pour se faire clouer le bec par un Socrate lorsqu'il dit que tout ce que sait un philosophe
C'est qu'il ne sait rien. C'est qu'il ne sait rien. Cette réflexion laisse un avenir radieux pour de nombreux articles apparaître dans CELMAG ou de nombreux débats philosophiques, dont les prochaines, dès octobre, à la librairie Un Point, un Trait. Quel rôle imaginez-vous pour les philosophes aujourd'hui, dont il manque, me semble-t-il, beaucoup de références féminines? Ah, ça c'est une autre question. Là, on en discute de plus en plus souvent avec les élèves. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de philosophes femmes dans le programme? Je pense qu'il y a toute une histoire aussi de l'usage des pouvoirs et sans doute des écrits qui ont été volés par des maris qui étaient jaloux du talent de leurs femmes. Il y a, je crois, une demi-douzaine de philosophes femmes dans le programme de philosophie. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'en manque pas plus qu'avant, et je pense qu'elles ont davantage la parole, elles s'affirment davantage, et il y a quand même une reconnaissance à ce niveau-là de nos jours, même si ce n'est jamais assez. En tout cas, je ne sais pas si, par contre, c'est une autre question qu'on pourrait poser sous un autre angle, si la philosophie est sexuée. C'est-à-dire si une femme fait de la philosophie différemment d'un homme, si une femme a des questions différentes, une autre manière de traiter les questions, ça, en soi, c'est une vraie question et je n'ai absolument pas la réponse. Parce qu'en introduction, j'ai cité énormément d'auteurs hommes, oui. Une seule femme. Est-ce que vous pouvez rééquilibrer ça avec la demi-douzaine d'auteurs au programme? Alors, je ne les connais pas tous par cœur. Bravo. Il y a Jeanne Hersch, il y a Simone Veil, qui n'est pas l'ancienne ministre, qui est une philosophe qui, dans les années 30, a décidé d'aller travailler en usine. Et pour voir ce que c'était, elle est venue après avoir lu Marx, et elle est ressortie d'usine en n'étant absolument pas d'accord avec le stalinisme naissant des années 30, et qui est morte pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a Hannah Arendt, qui est la plus connue. Et puis, il y en a 2 ou 3 autres dont j'ai oublié le prénom et le nom, parce que je n'ai pas eu le temps encore de vraiment explorer leur pensée au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'il y a ce préjugé. Depuis Socrate, le philosophe est un peu phallocrate et considère que la femme, quand même, c'est le beau sexe. Mais c'est tout. Mais c'est tout, voilà. Non, c'est pour ça que les philosophes, j'insiste sur l'idée qu'il n'y a pas que leurs réponses qui sont intéressantes, mais plutôt les questions qu'ils posent qui sont intéressantes, parce que certaines réponses, aujourd'hui, vous les lisez, vous avez envie de prendre le livre et de le brûler, parce que quelqu'un comme Arthur Schopenhauer était misogyne, antisémite, il n'était pas très très sympathique lorsqu'il parlait de ses collègues et de ses contemporains de manière générale. Donc voilà, il y a eu un gros effort à faire pour pouvoir permettre aux femmes de s'imposer. C'est pour ça que la figure de Hannah Arendt et de Simone Veil les figures d'Hannah Arendt et Simone Veil sont très intéressantes, parce que c'était des femmes avec un fort caractère qui se sont imposées face à un monde d'hommes. Et donc je reviens à Simone Veil, puisque c'est celle que je lis en ce moment. C'était un petit bout de femme. Elle ne devait pas être très très grande. Elle s'est même imposée face au général de Gaulle à Londres, qui lui avait donné comme mission d'écrire un projet pour la reconstruction morale de la France. Et elle est morte avant, elle est morte en 1943, avant d'avoir fini son travail. Mais elle s'est imposée face à un monde d'hommes, elle s'est imposée face aux contremaîtres en usine, elle s'est imposée face à ses collègues dans les lycées. Et ce n'était pas rien à l'époque. Je pense que ça reste... C'est peut-être pas facile aujourd'hui, mais c'est plus facile néanmoins qu'il y a une centaine d'années. De belles perspectives de cours à transmettre ou d'articles à écrire. Christophe Gallic, merci pour vos réponses. Merci à Radio Lodève pour la diffusion de cette rencontre. Merci à la DRAC et à Occitanie Livre pour leur soutien à la librairie Un Point, un Trait. Et je vous invite à découvrir le programme de la librairie et des prochaines rencontres sur notre site. Merci et à bientôt. Merci.